bienvenue dans Active Yourself et sur le 101.9 de Radioactive sur www.radio-active.com. Nous sommes le mercredi 10 juin, l'appel du 10 juin, non c'est dans 8 jours, ça sera le 18 en tout cas. Je suis Marcus et nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est Active Yourself, votre rendez-vous de fin de journée, de début de soirée, votre rendez-vous apéro ou votre rendez-vous de sortie de bureau ou votre rendez-vous, en tout cas votre rendez-vous cool et artistique. Et littéraire pour le coup ce soir, puisque d'ici une dizaine de minutes, Xavier Leroux sera au téléphone avec nous. Xavier Leroux, c'est un journaliste qui est né à Saint-Brieuc, qui travaille actuellement dans les Deux-Sèvres, dans la bonne ville de Niort, pour un journal de local, un journal de la presse quotidienne régionale. Et ça tombe bien, c'est un livre plutôt ancré journalisme, mais avec une filigrane de meurtre, d'humiliation. C'est aussi ça, un véritable roman dans l'esprit de Simon qui sera évoqué tout à l'heure, donc avec Xavier Leroux. Le livre, c'est L'affaire Lelandec. C'est paru au Geste Noir et on en saura un peu plus sur l'écriture de ce livre puisque Xavier est notre invité de ce soir. Des albums à découvrir, ce sont les albums en partenariat avec la Ferrarock cette semaine. On en passera 2 extraits, un extrait de chaque, comme ça tout le monde sera content. L'album de Joseph Martone, si vous aimez le blues, et le blues un peu grands espaces, un blues plutôt cinématographique, et bien restez bien à l'écoute parce qu'on en écoutera un nouvel extrait, comme on écoutera aussi un extrait de l'album événement Coup de poing que notre ami Patrick du blog Litzik, Patrick qui anime la très belle émission Bonne Originale de Livres, a mis en avant tout en haut de sa pile de beaux disques de cette semaine. Ce disque, c'est celui de Clavicule, paru chez Beast Records, tout à fait dans l'esprit de ce que produit Beast Records, c'est-à-dire du bon, bien gros rock, un peu son garage, et en plus dans l'autodérision, puisque leur album s'appelle Garage is Dead. Voilà, ça veut tout dire. Donc c'est peut-être le point de départ d'une carrière qui va transcender le son garage, un peu comme l'a pu le faire Ty Segall. En tout cas, c'est tout le mal que l'on peut souhaiter, le bien plutôt d'ailleurs que l'on peut souhaiter à ces Rennais. Un gros bisou à nos chères animatrices de 17h à 18h qu'on peut retrouver tous les mercredis avant d'entamer cette Active Yourself. Joker, Claire et Caro qui vous ont encore à minima fait sourire, au mieux fait plutôt rigoler là où vous les avez écoutés. Joker, émission d'humour qu'on retrouve avec grand plaisir tous les mercredis entre 17 et 18h et aussi en podcast sur radio-active.com. On n'oublie pas JCV qu'on a pu écouter aussi tout à l'heure entre 16 et 17h, Rock'n'Roll Roots, très belle émission là encore, faite hors les murs, où nous sommes toujours hors les murs, mais c'est pas grave, on est avec vous puisque les murs n'existent plus trop ces temps-ci. Allez, on commence par non, c'est Haïti, c'est pas tout à fait la même chose. Haïti, ça commence par H, il n'y a que ça qui peut unir ces deux îles, c'est tellement des univers très différents. Haïti, c'est l'endroit où réside Choukbois, notre groupe Choukbois, notre album coup de cœur de cette semaine, le groupe Choukbois, musicien hors pair, musicien qui accompagne les cérémonies vaudou, musicien africain pratiquement, en tout cas par l'esprit, puisque Haïti et l'Afrique, c'est une histoire à minima commune. Choukbois and the Extremers qui se sont rencontrés. The Extremers, c'est un duo électro basé à Bruxelles en Belgique, un duo qui a vraiment eu un gros coup de cœur pour ce groupe, un projet qui a commencé en 2014 comme on le disait hier avec leur manager et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, et dont on espère bien avoir quelques traces ici. Si complètement dingue a envie de repartir, ce qui serait vraiment formidable, je les vois parfaitement à l'affiche de ce grand festival, les Choukbois and the Extremers. Ça irait tout à fait dans l'esprit de ce qui est défendu dans ce festival. On va s'écouter le titre peut-être un peu tubesque de cet album. En tout cas, c'est un magnifique titre. Il s'appelle Salilanto. Très beau titre à retrouver donc sur l'album paru chez Bongo Joe qui donc a produit ce vaudou. Allez, Choukbois and the Extremers à vous procurer en vinyle, mais dépêchez-vous parce que sur le Bandcamp il en reste plus beaucoup, et en plus avec les collectors avec une couleur un peu particulière, tout à fait dans l'esprit. Je vous souhaite la bienvenue car vous êtes sur une station absolument cool, une station qui s'appelle Radioactive et qui vous invite tout de suite à aller faire un tour à Haïti, à Haïti et en Belgique à la fois. Bienvenue. Salilito, oh oh, on nous salue Guinée, oh là.
Salut les tous, c'est super signé Chuck Bois and the Youngstrummers et c'est quand même assez magnifique ce très très beau morceau. C'est le truc stupéfiant. Le truc stupéfiant, c'est... je reprends quand même cette info. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais donc vous savez, il y a une statue qui a été déboulonnée à Bristol, une statue qui fêtait un esclavagiste qui avait quand même fait beaucoup de mal, qui avait fait un peu de bien à Bristol, mais qui avait quand même fait beaucoup de mal dans son existence, puisque sa carrière s'est construite sur l'esclavage. Alors peut-être avez-vous ça. Il y a des gens qui ont essayé de la repêcher, des gens d'extrême droite quand même, qui ont essayé de repêcher ce truc en bronze qui était quand même au fond de la rivière Avon. Donc déjà, c'est assez fou de vouloir repêcher du bronze, surtout qu'ils étaient 3 ou 4, même s'ils étaient des costauds, tout ça. Ben oui, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était la première. Et puis, on le disait aussi hier, en ce moment, il y a vraiment une véritable prise de conscience. Et toutes ces statues qui sont déboulonnées, c'est assez paradoxal, c'est assez bizarre. Ça a fait quand même une révision de l'histoire. Alors, je passe sur Victor Schœlcher qui a été déboulonné aux Antilles. On peut en penser ce qu'on veut, mais là, il se passe aussi avec la Belgique, et ça, on n'en parle pas forcément beaucoup, les fameuses statues de Léopold II qui sont renversées. Il faut savoir que c'est celui qui avait quand même acheté ce qu'on a appelé un peu plus tard le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, et je dis bien acheté, c'était sa propriété privée. Et ça me surprend quand même un tout petit peu moins que ça soit déboulonné, et je dirais que j'ai peut-être un tout petit sourire quand même quand j'y pense, et je trouve que c'est pas forcément que une mauvaise chose. En tout cas, le plus important, mais ça c'est pas forcément le truc stupéfiant, mais le plus important, c'est de relire l'histoire, de s'y pencher avec beaucoup d'attention. Ça, c'est sûr. On avait beaucoup aimé leur album. Ils devraient être avec nous en interview dans pas trop longtemps. Le groupe Mama Killa sur Radioactive. Et juste après, Xavier Leroux au téléphone. Let me memorize the image cause I'm going to jerk off tonight, yeah, she's a dream, yeah, she has voice. This girl who exists as a fantasy, you won't have her follow me, yeah. This girl who's a daily life, it's like a lie, but never in your twisted mind. Extrait du très bel album Oui Coup du duo bordelais Mama Killa, que peut-être d'ailleurs Xavier Leroux connaît parce que je sais qu'il aime bien le rock'n'roll et il va pouvoir nous le dire directement avant d'aborder l'affaire Le Landex. Salut Xavier. Bonsoir, comment ça va? Ça va, je suis ravi d'être avec toi. On s'est donné l'autorisation de se tutoyer, on a à peu près de la même génération, donc on peut se permettre. Hein.
Tout à fait, il n'y a pas de souci. Ouais, je disais Mamakila, je sais que t'aimes bien la musique, t'aimes bien aussi le rock'n'roll. Il y a un peu de rock'n'roll d'ailleurs dans cette affaire de Landais quelque part. Il y a un petit rock'n'roll comme Saint-Brieuc d'ailleurs. Oui, tu les connais Mamakila? Alors je connais pas, donc je vais me précipiter après cette interview pour aller découvrir tout ça. Non, je connais pas du tout. Eh ben c'est vachement bien, c'est du bon rock bordelais dans un bon esprit. Bah tu sais que Bordeaux est une ville majeure du rock'n'roll en France. Tout à fait. Tout à fait. Et bah c'est tout à fait voilà, je te recommande. Mais on s'éloigne un peu. Alors l'affaire Le Landais, ça se passe d'abord à Saint-Brieuc, ville que tu connais bien pour y avoir grandi, y être même né, hein, c'est bien ça? Alors moi je suis né à Saint-Brieuc, effectivement, je suis né en 1971 à Saint-Brieuc. J'y ai passé les 18 premières années de ma vie, puis après je suis allé, comme beaucoup d'entre nous, je suis allé étudier sur Rennes, mais mes parents vivent toujours à Saint-Brieuc, dans ce magnifique quartier de Cesson, à côté de la plage du Valais, la seule plage briochine d'ailleurs. Tout à fait. Je me plais toujours à le dire. Et puis voilà, moi je vis plus à Saint-Brieuc depuis pas mal de temps, depuis 1997. J'ai quitté la Bretagne, mais je reviens très souvent à Saint-Brieuc pour deux bonnes raisons. C'est que j'ai mes parents qui sont là, comme je le disais, et puis j'ai surtout tous mes potes qui sont restés dans le coin. Ah bah tu vois, c'est plutôt pas mal. Et en fait, bon, tu n'es pas non plus parti à Pétaouchnok, hein, parce qu'on peut le dire, tu travailles pour un quotidien régional du côté des Deux-Sèvres, du côté de Niort. Voilà, je suis journaliste à la Nouvelle République du Centre-Ouest, à la rédaction de Niort, mais j'ai fait plusieurs rédactions dans le département des Deux-Sèvres, notamment à Parthenay, une autre ville, petite ville rock, avec une superbe salle qui s'appelle Diffart. Très bien. Et puis à Bressuire également. Très bien. Et ben j'ai envie de dire, c'est d'abord l'écriture de ce roman. On sent que tu pratiques la plume, et la plume journalistique, c'est vraiment alerte, ça se lit vraiment facilement. Et je vais le dire comme je le pense aussi, ça me fait penser un peu à ce qu'on a appelé à une époque le roman de gare, mais ce qui est très flatteur dans ma bouche, parce que c'est les romans qu'on lisait dans les trains. C'est vraiment ça l'affaire Le Landais. Je trouve que c'est vraiment un bouquin qu'on peut prendre, tiens, en prenant un billet pour aller à Paris par exemple, ou dans les Deux-Sèvres, je sais pas, en prenant le train, et ça se lit à une vitesse assez terrible. C'est une histoire de vengeance, c'est une histoire d'humiliation, c'est aussi une histoire de journaliste tout simplement, et c'est presque aussi un hommage, je dirais, à une forme de journaliste. D'ailleurs, l'action se déroule en 2007, c'est peut-être pas tout à fait par hasard ça, une forme de journalisme régional, de ce qu'on appelle la PQR, c'est un peu ça. Tout à fait. Moi, quand on me demande ce que je fais comme boulot, je réponds jamais que je suis journaliste. En fait, je réponds d'abord que je suis localier, c'est-à-dire journaliste dans une locale pour un journal local, ce qui est pas du tout péjoratif, bien au contraire, puisque dans ce boulot, on a affaire à notre public, à nos lecteurs directement. Et donc, il n'y a pas intérêt à écrire des conneries, sinon on se fait tirer les oreilles dès le lendemain. Et presque physiquement, parce que les lecteurs, ils peuvent venir vous voir dans la rédaction, là, pour le coup. Eh ben, mais complètement, c'est ça qui est bien. Il y a cette proximité qui est formidable. Effectivement, ce bouquin, c'était l'un des acteurs principaux de ce bouquin. Effectivement, c'est un localier, un journaliste localier. Et puis un journaliste un peu à l'ancienne, un journaliste qui a beaucoup de talent, mais qui est dans le talent est plutôt basé sur l'écriture, parce qu'au niveau des relations humaines, c'est pas trop son fort quand même, hein. C'est pas trop son truc. Il est non, comme tu dis, il est c'est parfaitement ça. C'est un journaliste à l'ancienne, c'est-à-dire que je pense que ce qui se passe, parce que l'action se passe en 2007, mais ce qui se passe en ce moment en 2020 dans le milieu journalistique, je suis pas sûr que ça lui plairait beaucoup. Non, je pense bien. C'est-à-dire que avec l'immédiateté et où on prend plus le temps de vérifier les informations, ça c'est terrible, je pense, pour le journalisme, et je pense que c'est ce qui va le flinguer plus vite qu'on ne le pense. Et j'espère ne pas être aussi pessimiste que toi. J'ai tendance un peu à croire quand même que le journalisme d'investigation, le vrai journalisme, aura encore quelques jours, des beaux jours devant lui. Je pêche peut-être par optimisme, mais en tout cas, ce que je le disais, c'est aussi un hommage à une manière de travailler, à aller retrouver l'information, à, comme tu le disais, la proximité. On pense à Simon, hein, alors évidemment, pour toute proportion gardée, mais ce qu'on appelle aussi les livres, les romans de province. Hein, moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est vrai que c'est un véritable roman régional aussi. C'est important, ça, moi, je trouve. Alors quand tu dis, tu pouvais pas me faire meilleur compliment en fait quand tu parlais de romans de gare et romans de province, parce que c'est vraiment ça. Moi je voulais quelque chose qui se lise facilement. J'ai essayé de faire quelque chose qui se lit facilement et où les gens se retrouvent, c'est-à-dire ils peuvent se projeter sans trop se prendre la tête. Voilà, c'est j'espère que les gens prennent du plaisir avant tout.
Et puis c'est aussi quelque part en filigrane, moi je trouve tu l'as évoqué avec l'internet, avec aujourd'hui cette immédiateté qui est toute puissante, c'est aussi c'est une critique de ça, du monde de la télévision, parce qu'à l'époque c'est quand même la télévision qui est là. Ça commence par une émission de télévision où là ça va être un moment absolument terrible pour ce journaliste. Il s'appelle Langouette en plus, alors c'est plus moi qui aime bien le Trégor. François Langouette, ouais. C'est moi qui aime bien le Trégor, ça tombe bien, c'est une commune du Trégor, Langouette. Langouette, c'est pas choisi par hasard, puisque c'est le village où est né mon père. D'accord. Voilà. Donc t'as un peu de Trégor en toi alors. Ah oui, complètement. Et je disais donc il se fait descendre parce que effectivement il a affaire en face à une bête. Alors je suppose que 2007 tu l'as pas pris tout à fait par hasard. On pense furieusement à un ancien président de la République quand même. Hein. Alors bizarrement c'est pas lui que j'avais en tête. En fait moi ça m'est venu en fait cette histoire m'est venue à deux reprises où je suis tombé sur des séquences à la télévision qui m'ont vachement frappé. Je vais pas citer les hommes politiques que ça concernait, mais à chaque fois c'était les hommes politiques qui dézinguaient devant tout le monde le journaliste, et dans le deuxième cas la journaliste qu'ils avaient en face d'eux. Et moi tout de suite je me suis dit mais comment je réagirais quoi. Ouais. Parce qu'ils sont mis plus bactères, et tout de suite je me suis posé la question en me disant disons, moi on ferait ça, mais putain, mais j'en sortirais pas vivant quoi. Enfin ce serait super compliqué de m'en remettre. Et du coup l'histoire de l'affaire Lelandec est vraiment partie de ça. C'est-à-dire, j'ai imaginé que ça arrivait à quelqu'un, à un journaliste, et j'ai imaginé une histoire, ouais, comme tu dis, une histoire de vengeance en fait. Et l'humiliation aussi, parce que c'est une vengeance sur un amour propre, c'est aussi l'humiliation. Et là encore, je trouve que ça fait complètement, c'est devenu quelque chose de presque banal aujourd'hui. Des gens se font humilier tous les jours à la télévision, hein, ça existe encore. Je pense aux chaînes d'infos où des gens sont même payés pour humilier les autres. Hein. Un type comme Zemmour, je trouve que c'est tout à fait le rôle qu'on lui assigne, et puis il le fait avec grand plaisir, parce que c'est un carnassier. Je vais pas dire ce que j'en pense, mais tout le monde le sait. Oui. Mais ce qui est important à dire, c'est que l'humiliation va entraîner une véritable réaction en chaîne, et de cette humiliation va découler du drame, quoi. Bah tout à fait, c'est-à-dire qu'en plus lui il sort de tout ça, en gros l'émission de télé elle se passe très très mal. Il est mis plus bactère par Artus Lelandec, qui est sénateur maire de Saint-Brieuc, que j'ai inventé hein, évidemment. J'ai tout inventé. Alors si je me permettrais juste une toute petite critique, Xavier, c'est que tu fais de Saint-Brieuc une ville bourgeoise de droite endormie. C'est pas tout à fait le cas quand même. Non, c'est vrai que c'est pas le cas. Heureusement que c'est pas le cas. Non, mais c'est. Mais ça pourrait être d'ailleurs, c'est vrai, ouais. J'ai pris beaucoup de liberté. D'ailleurs, je prends soin de le préciser en préambule, c'est que je prends beaucoup de liberté, même avec des lieux cités qui sont pas tout à fait conformes à la réalité. En tous les cas, pas tous. Et pour en revenir à ce journaliste qui est complètement, mais effectivement complètement humilié, et il a qu'une envie, c'est sortir la tête de l'eau, mais il sait pas comment faire en fait. Et ce roman explique un petit peu comment il s'y prend pour sortir la tête de l'eau et pour assouvir sa soif de vengeance. Et puis il est rapidement dépassé par les événements, quoi. Et dépassé par les événements, parce que alors ce sénateur maire de Saint-Brieuc a aussi des ambitions nationales. Hein, c'est pour ça qu'ils se retrouvent tous les deux dans une émission de télévision. Clairement, l'ambition nationale, c'est être président de la République aux élections de 2007, pour le coup, quoi. Tout à fait. Tout à fait. J'ai imaginé un sénateur maire de Saint-Brieuc qui était le candidat d'une association que j'ai complètement inventée aussi, l'association nationale des élus de territoire. Alors ça fait très poujade, hein, très poujadiste. Complètement, mais il y avait ça, hein, il y a un peu de ça. C'était expliqué derrière ce personnage, l'Artus Lelandec, que il y a tout à fait, t'as complètement raison. Il y a un côté poujadiste. Qui ressort, et un petit peu crassou, quoi. Carrément. C'est vrai que c'est aussi, moi j'y ai lu, hein, en tout cas, une descente de ce qu'on appelle le populisme aujourd'hui, mais de ces gens qui ont été chefs d'entreprise, qui ont l'impression que la France c'est une entreprise, ça se gère pareil. Les piliers c'est l'entreprise. Après la politique ça sert aussi à quand même faire mousser l'entreprise, etc. On pense aussi quand même pas mal à la politique d'aujourd'hui, hein, tout simplement. Complètement, avec des gens qui ont du pouvoir et qui pensent qu'à travers ce pouvoir tout leur est dû. Mais c'est pas c'est pas parce qu'ils ont du pouvoir en main, et encore moins parce qu'ils ont de l'argent en main, que tout leur est dû. Exactement. Voilà.
Quelque chose qui me faisait penser à l'univers de Simon aussi, c'est le rôle des femmes dans l'affaire Le Landec, c'est que les femmes, elles sont, pour reprendre la femme de ce sénateur maire, c'est plus les dents longues qu'elle a, c'est une ambition surmenée, c'est même elle qui le pousse à se présenter, etc. Notre journaliste, il va aussi avoir une femme à ses côtés. C'est là encore, les femmes sont plutôt grandies, c'est plutôt les femmes qui sont un peu moins couillonnes que nous les hommes là-dedans. Ah ben et puis elles sont dans l'ombre, comme malheureusement elles le sont trop souvent. Enfin, les temps changent et c'est vraiment tant mieux. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là et avec ces générations-là, les femmes étaient trop souvent dans l'ombre, alors que c'est elles qui faisaient tout finalement. Et c'est des femmes bretonnes aussi quelque part. Elles agissent peut-être dans l'ombre, mais c'est elles qui tirent les ficelles en vrai. Hein. Complètement. Et la femme d'Artus Le Landec, c'est vraiment j'avais ça en tête, c'est-à-dire la femme, le matriarcal un petit peu qui tire les ficelles, mais qui est dans l'ombre. Exactement. Alors évidemment, on va pas raconter la fin de l'histoire parce que ça reste aussi un roman un peu à suspense. C'est bien ce type noir, ce roman noir, parce que c'est aussi un roman noir. De le situer à Saint-Brieuc, c'était important parce que cette ville, je vais pas te faire un grand dessin, elle a aussi une image d'elle-même que même si ça va un peu mieux, mais qui a été pendant longtemps pas forcément très belle quoi. Aujourd'hui, cette image, elle apparaît aussi dans ce roman quoi. C'est un Saint-Brieuc de 2007 aussi. Oui, c'est Saint-Brieuc. Tu t'es mieux placé que moi pour le savoir. Finalement c'est une ville méconnue qui mérite le détour. Quand on parle de la Bretagne aux gens qui n'y sont jamais allés, ils pensent pas à Saint-Brieuc tout de suite forcément. Mais c'est une ville qui vaut le détour, qui a des atouts. Indéniablement et puis j'imagine que c'est une ville où il fait toujours bon vivre, enfin j'espère. Oh mais carrément. D'ailleurs j'y suis en studio en ce moment dans mon studio chez moi. Effectivement. Un petit mot aussi sur l'éditeur. L'éditeur c'est Le Geste Noir, tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors en fait, la maison d'édition s'appelle La Geste. La Geste, pardon. Et Le Geste Noir, c'est une des collections. C'est une maison d'édition qu'on appelle régionaliste. Mais là encore, c'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire que c'est une maison d'édition qui essaye de publier, de mettre en avant des auteurs locaux. Comme le fait d'ailleurs Cobb Braise sur la Bretagne. Tout à fait. Et d'ailleurs ce roman est distribué en Bretagne par Cobb Braise parce ils bossent ensemble en fait, parce qu'ils sont exactement dans le même état d'esprit. Et chez Geste Édition, il y a plein de collections en fait. Donc il y a la collection Geste Noir, mais il y a aussi des romans historiques. Il y a des ouvrages purement historiques, il y a des ouvrages géographiques, des ouvrages avec d'anciennes cartes postales, enfin c'est vraiment, ça met en avant nos régions quoi. Eh ben c'est très bien. D'ailleurs là encore, je reviens sur l'affaire Le Landec, les réactions de la presse nationale le lendemain qui juge que ce pauvre journaliste de Bretagne qui vient là, c'est vraiment c'est du foutage de gueule quoi. Ils rentrent pas du tout dans la société du spectacle, ça les emmerde ça. Ah ben complètement. Ils se disent que l'émission était top, mais le seul point noir, c'était ce pauvre Logalier venu de la province profonde, qui était pas à la hauteur. Bon, force est de constater qu'il l'a pas été, mais ils lui font pas de cadeau quand même, quoi. Mais c'est ça, c'est la société du spectacle. Hein, je reprends vraiment ce terme-là, qui est quand même vampirisante, la bonne société parisienne, etc. Il y a tout ça aussi. Enfin, on sent que tu règles quelques petits comptes quand même dans ce bouquin. Alors c'est pas régler quelques petits comptes, mais j'en ai profité pour exprimer à travers le journaliste qui est François Langouat, pour exprimer un petit peu beaucoup même la façon dont moi je considère mon métier. Et j'espère qu'une grande majorité de confrères ont la même vision que moi de ce boulot. Mais le problème, c'est qu'on sent que c'est en train de se déliter un petit peu et que il serait temps de remettre un petit peu des choses en place par rapport au journalisme. Et la télévision et les chaînes d'info continue ont franchement rien arrangé à tout ça. Elles n'ont fait qu'empirer les choses même. Ah bah oui, puis c'est vraiment l'immédiateté de la société du spectacle, pour reprendre le terme, c'est vraiment ça. Et il faut le dire, et on le répète très régulièrement sur Radioactive, achetez la presse quotidienne, achetez de temps en temps le Canard enchaîné, achetez le Monde Diplo dont on vous parle régulièrement, achetez
ces journaux qui prennent le temps du recul de l'investigation et c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Finalement, achetez ce que vous voulez à partir du moment où vous avez la garantie et la certitude que les infos sont vérifiées, recoupées et que les analyses sont faites avec soin et avec recul. En tout cas, c'est un beau roman de journaliste qui se lit vraiment avec beaucoup de plaisir. Avec ton autorisation, je vais en lire quelques pages tout à l'heure après cet entretien, si tu veux bien, Xavier. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on a pris cette petite manie-là depuis le confinement, c'est de faire de la lecture à voix haute à la radio. On va pas se gêner avec ça. Écoute, c'est un vrai plaisir. On le recommande. Il est disponible partout. Il est disponible notamment à la Nouvelle Librairie ici à Saint-Brieuc. Il est normalement, normalement il l'est. Oui, quelques exemplaires doivent revenir parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait plus, mais parce que c'est tout. C'est ma mère qu'on a acheté 75, donc non, je rigole. Non, mais c'est vrai que sérieusement, le réseau de distribution de Cobrez est vraiment très très bon et pas que en Bretagne d'ailleurs, il faut le dire et ça s'élargit. Quand même une dernière question que je voulais te poser, Xavier, l'écriture, ça te prend beaucoup de temps. C'est plus ce roman par exemple, il t'a pris combien de temps à écrire? C'est un premier roman, faut le rappeler. Ouais, c'est un premier roman. J'avais fait un premier bouquin déjà, mais qui était plus sur le historique, sur l'histoire d'une salle de concert justement à Parthenay. Mais ça, c'est un premier roman. Moi, je suis, en fait, il y a des coureurs du dimanche qui courent que le dimanche. Moi, je me considère pas du tout comme écrivain, mais comme j'ai une écriture du dimanche, c'est-à-dire que ça me prend quand j'ai envie. Et c'est pour ça que celui-là, en fait, ça a pris du temps, mais ça a pris du temps parce que j'y ai pas passé tout mon temps, tout simplement. On sent que c'est un roman patient aussi, vraiment. Ouais, peut-être, ouais. Je me suis pas vraiment posé la question, mais effectivement, peut-être. Moi, quand je dis ça, ça veut dire un roman passion. C'est un roman de quelqu'un qui aime bien les microcosmes, qui met aussi ce qu'il a à l'intérieur dans ses pages. Et c'est quand même un beau véhicule que le roman noir pour ça. D'ailleurs, Lamballe, on connaît bien le roman noir du côté de Lamballe, le noir sur la. Ah bah oui, d'ailleurs, je peux profiter pour lancer un appel, s'ils veulent bien de ce bouquin pour une prochaine édition, ce serait avec grand plaisir. On va le relier à Alain Le Floïc si tu nous écoutes. Voilà, l'appel est lancé. En tout cas, on va lui en parler, il n'y a pas de problème. Ça marche. Merci beaucoup Xavier, en tout cas d'avoir été avec nous. C'est moi qui remercie Radioactive d'avoir porté un intérêt à ce bouquin. C'est super chouette et puis longue vie à votre radio, franchement. Voilà. Longue vie à la presse quotidienne régionale, longue vie à ton boulot, et puis on attend la suite, évidemment, on rappelle, ça s'appelle L'affaire Lelandec, c'est paru à la Geste, donc mes collections Le Geste Noir, c'est signé Xavier Leroux. Procurez-vous ça, vous allez passer un bon moment, un bon moment en ce moment, on en a bien besoin. Donc je te propose une petite chose, c'est qu'on se passe un groupe qui nous vient de la région rennaise, en plus, qui sont sympas comme tous, ça s'appelle The Good, The Bad and The Young, entre punk et musique irlandaise, c'est plutôt sympa. Et puis juste après, on va en lire quelques pages de cette affaire Lelandec. Ça marche. Merci à toi. Merci Xavier, merci beaucoup. Et évidemment, très belle continuation. Cassie
Bad and Young, c'est un trio rennais que nous aurons en interview la semaine prochaine. Leur album est plutôt sympathique, le premier album dans Good, Bad and Young. Ils avaient déjà sorti quelques petites choses, mais là c'est, je crois, leur tout premier, a priori je le confirme, c'est leur tout premier album à découvrir et on le fera sur Radioactive. Allez, comme promis avec Xavier Leroux, quelques petites pages de lecture, ça faisait longtemps, de cette affaire Le Landec. Je vous propose de nous rendre au chapitre 8. Très précisément, c'est le moment où ils sont justement dans cette fameuse émission de télévision qui va déclencher pas mal de réactions en chaîne. François Langouat et Ruben Casvad ne mettent que 2 petites minutes pour se rendre sur le plateau de télévision d'Info Plus. Langouat se l'était imaginé un peu plus grand. Étrangement, il y règne comme une odeur de brûlé et de câbles qui se consument. Face à une dizaine de caméras, la décoration est en mode salon. Devant une table basse, un canapé rouge. C'est là que les 2 journalistes s'installeront, face à eux un fauteuil de la même couleur au large accoudoir, la place de l'invité Artus Le Landec. Tout autour, les murs sont de couleur tristement neutre. Langouat lève les yeux et voit au-dessus de sa tête tout un enchevêtrement de spots d'éclairage. Sur le côté, on aperçoit d'autres décors rangés de manière rationnelle pour ne pas prendre trop de place. Ce studio sera vente en effet pour d'autres émissions, notamment Tournée Bonheur, dont on devine à un bout de la roue que s'empresse de tourner des candidats tous les soirs de la semaine pour tenter de gagner un gros lot. François Langouat ne compte plus les techniciens qui courent dans tous les sens autour de lui. Il a curieusement remarqué qu'ils sont pratiquement tous en Bermuda, sans doute en raison de la forte chaleur qui règne en ce lieu. Ne soyez pas impressionnés. Casvrad a vu que Langouat s'est arrêté sans même s'en rendre compte, qu'il ne fait plus attention aux dernières consignes qui lui sont prodiguées. Il s'en inquiète car jusqu'ici, ce dernier lui a donné l'impression d'être solide, d'être même encore plus vrai maintenant qu'il a enfilé son costume. Vous n'êtes pas habitué. C'est normal que tout cela vous stresse. Ça m'a fait la même chose au début de ma carrière, mais maintenant, je ne prête plus attention à tout ce remue-ménage. Je sais que quand j'arrive ici, je ne dois penser qu'à mon intervention, et je sais que vous êtes absolument capable de faire de même. Langouat ne répond pas et se contente d'opiner du chef. Au cœur de cet endroit qui ressemble à une véritable fourmilière, il ne se sent même pas la taille d'une fourmi. Pris en main par un jeune assistant réalisateur qui a le ventre à l'air, la faute à un t-shirt trop court, qui lui explique le fonctionnement des caméras, il a cette étrange impression que quelque chose est en train de se passer dans son dos. Et effectivement, lorsqu'il regarde derrière lui, il aperçoit Artus Le Landec et son aéropage qui viennent de faire leur entrée dans le studio, accompagné par Chantal Lacombe Lérotac, la directrice d'Info Plus. Dans son 3 pièces impeccable, Béatrice a décidément très bon goût. L'élu est visiblement comme un poisson dans l'eau, aussi à l'aise ici qu'en mairie au milieu de son conseil municipal. Il arbore un large sourire. L'élu ne fait pas attention à Langouat et se dirige directement vers Ruben Casvrad, avec qui il s'entretient quelques instants. Puis il quitte le studio pour aller se faire maquiller à son tour, toujours sans remarquer que François Langouat est présent. Ce dernier n'en est même pas vexé, mais c'est encore pire. Il sait d'ores et déjà que cet enchaînement des choses n'augure rien de bon pour lui. Ce n'est que lorsque Le Landec refait son apparition qu'enfin, il vient vers lui, moqueur. « Bonjour François, alors tu t'es pas perdu ? Bonjour Artus, ça va, je te remercie. C'est étonnant de nous retrouver là, hein ? Tu ne crois pas ? Qui l'aurait cru il y a encore quelques années ? Moi, j'y ai toujours cru. Si tu le dis, comment va la famille ? Béatrice n'est pas là ? Elle est restée à la maison, mais nous ne sommes pas ici pour parler de la famille. J'espère que tu t'es bien préparé parce que je me sens particulièrement d'attaque. Tu t'en doutes, cette émission est très importante pour moi. Le Landec trépigne. Casvrad arrive pour leur signifier qu'il est l'heure de se mettre en place. Les 3 protagonistes s'installent, les ultimes essais caméras sont rapides et le réalisateur lance le compte à rebours. L'animateur regarde alors Langouat presque affectueusement et lui adresse un sourire amical et réconfortant. Puis il se tourne illico vers Artus Le Landec et le fixe droit dans les yeux. Le générique se lance, un son pop-rock passe-partout plutôt accrocheur, puis l'émission démarre. Langouat n'est pas surpris de la manière dont Le Landec prend illico les choses en main. Dès les premières questions qui lui sont posées, il répond avec aplomb et fermeté. Ruben Casvrad n'est pas impressionné pour autant, sa vie et son parcours professionnel lui ont appris à ne jamais perdre le contrôle. Lui qui est né au Kosovo, arrivé en France à l'âge de 3 ans, s'est très vite préparé à s'armer et à garder la tête haute face à l'adversité. C'est devenu sa carte majeure dans le boulot. Mais ce soir-là, son invité est un acharné comme l'en avait prévenu Langouat. Le Landec a réponse à tout, imperturbable. Sans manque d'expérience au niveau national ?
J'en fais au contraire un atout face à tous ceux qui sont dans le sérail depuis des années et qui n'ont plus aucun contact avec la réalité du terrain. Arriviste. Dans ce milieu, il faut avoir de l'ambition et de la carrure. Le pays a besoin d'un homme qui a ses qualités. Son impréparation. Mon parcours prouve à lui seul que j'ai toujours su faire face aux aléas de la vie, me relever, rebondir, m'adapter. Sa gestion du pays en cas de succès. Que l'on vienne fouiller dans mon entreprise ou dans ma ville, vous verrez que tout cela est au cordeau, qu'il n'y a pas de meilleur gestionnaire que moi. Le Landeck est décidément très bon, il joue même de l'accord de son cible en rendant hommage à son père, pas un mot sur sa mère en revanche, et à son épouse qui ne s'est jamais lâchée et pour laquelle il serait même prêt à tout arrêter si elle le lui demandait. Sa posture met en évidence une incroyable aisance. Face à lui, Casvad maintient le navire, il en faut plus pour l'impressionner. Pour François Langouat, en revanche, l'émission devient un calvaire. Il a réussi à faire bonne figure dans les premières minutes, mais il a ensuite perdu le fil. L'attitude à ce point agressive, voire impudente de Lelandec le décontenance totalement. Il le connaît depuis si longtemps qu'il jurait même que son regard a changé. Comme chez ces gens qui souffrent de maladies mentales et dont le visage se métamorphose dès lors qu'ils entrent en état de démence. Langouat est sûr que la couleur des yeux de Lelandec n'est plus la même. Il est mal, commence à paniquer. Derrière lui, il sent le souffle de la garde rapprochée qui, en bon soldat, a serré les rangs sur les chaises disposées autour du plateau. Ça l'oppresse terriblement. Il n'arrive plus à se concentrer. Il a envie de tout lourder, de s'en aller loin, très loin. Il n'est pas dupe et se rend bien compte que leur Casvad le sollicite. Il est de plus en plus hésitant, cherchant ses idées et ce mot. Il se trompe même plusieurs fois sur des éléments qu'il est pourtant par cœur, qu'il connaît pourtant par cœur, et forcément, le Landeck ne rate jamais l'occasion de le reprendre fermement. Et j'ai envie de vous dire, c'est le début de ce qui va suivre, de ce qui va s'en suivre, et c'est plutôt pas des choses très rigolotes. C'est un roman noir, je le rappelle. En tout cas, on vous le recommande, ce roman signé Xavier Leroux, l'affaire Lelandec. Ça se passe à Saint-Brieuc, mais ce n'est pas que ça, c'est surtout un très bon roman qui se lit d'une traite, un bon roman de journaliste comme on les aime, c'est sûr. Il est 18h41, le temps passe, on va se passer un nouvel extrait de l'un des albums partenaires de la Ferrarock cette semaine, un album ancré dans un garage rock de Bonalois, mais ça s'appelle Garage is Dead, donc ça veut dire que c'est pas tout à fait du garage rock pour le groupe Clavicule qui est derrière ce très bon Garage is Dead. On s'écoute le titre Cab, ça veut dire taxi à peu près, oui c'est un peu ça, hein, sans appréhender, sans dire que mon anglais est pas trop, voilà, enfin je crois que ça veut dire ça, et on s'écoute ça. Le titre dure 7 minutes, on s'en écoute pratiquement l'intégralité.
Clavicule sur Radioactive. Il est bon, hein, ce morceau. C'est bien fichu, c'est bien énervé et c'est pratiquement l'intégralité parce qu'il faut savoir qu'il dure quand même 7 minutes ce morceau-là. On l'a pas passé en entier, mais on vous le passera en entier d'ici la fin de la semaine parce que il y a un autre album aussi à découvrir avec les stations de la Ferrarock. C'est assez différent. C'est un album plutôt blues pour le coup. Là, c'est bon, même si on est un petit peu dans le blues quand même parce que c'est quand même, comment dirais-je, c'est du Beast Records, donc il y a un peu de blues là-dedans. Mais c'est un autre album que je vous propose de découvrir, c'est l'album Honeymoon, c'est l'album de Joseph Martone. Joseph Martone, bluesman italo-américain, album enregistré entre l'Italie et le Canada, un album plutôt cool si vous aimez les grands espaces, si vous aimez les voix rock, si vous aimez les choses un peu introspectives. Voilà, un morceau à boire à écouter en buvant plutôt. C'est pas évident à boire un morceau à écouter en buvant peut-être un petit alcool avec modération bien évidemment. En tout cas, un album vraiment chouette si vous aimez ce genre-là, ce blues plutôt cool et quand même assez introspectif. Enfin cool dans le sens comment dirais-je, ouais, un peu aérien, un peu introspectif. On s'écoute Declared War tout de suite sur Radioactive. C'est Joseph Martone, l'autre album à découvrir avec celui de Clavicule cette semaine sur les stations de la Ferrarock. With no fears, no control. The glaze of a morning finds its shore. The honeybirds are standing right in row. Last time you took off on patrol, finish the grain up the hill. Dropped the ball when I was 4. Thought I could learn so much more. To build the building, start with a floor. Taste of a rising sun. I guess it was my time to run. The glorious sentence of my breath. I thought we landed with more relief. Gotta
Oh, c'est tout doux, c'est tout cool, c'est Joseph Martone à retrouver sur son album Holy Birds, très bel album à découvrir avec la Ferrarock toute cette semaine. Voilà, on s'est passé les deux albums qui sont en partenariat, et comme il y en a plein en partenariat qui arrivent, je peux vous dire qu'il y a des belles choses, du beau et des beaux albums qui vont en sortir. On a l'impression de reprendre une vie un peu plus normale, et pour en savoir un peu plus, rendez-vous ce vendredi à partir de 17h pour Dig Dig Diggers, l'émission spéciale de la Ferrarock qui revient comme une bonne nouvelle avec donc les deux groupes évoqués, et puis en plus une nouvelle découverte du fer, ce sera PR2B que vous aurez l'occasion de découvrir ce vendredi soir entre 17 et 18h. Quant à nous, il est 18h53 ce soir, le programme est un peu allégé puisque exceptionnellement pas de turn-up, Romain et son équipe font off en ce mercredi 10 juin, mais on peut les comprendre, ils n'ont pas arrêté d'ailleurs toute la période du confinement, donc bravo à eux, ils ont bien le droit de se reposer un tout petit peu, donc pas de turn-up. Par contre, vous retrouverez Ben et Jérémy à partir de 22h et jusqu'à minuit, c'est History Hits, donc l'histoire des tubes sur lesquels vous avez peut-être dansé, vous êtes rencontrés, vous êtes aimés, avez conçu un enfant, on va savoir. En tout cas, c'est l'histoire des tubes, ouais, enfin des tubes quand même de qualité, hein, on se comprend. Et demain, c'est avec Cindy que vous vous réveillerez dès 7h30 pour Wake Up, une matinale pleine de fraîcheur, pleine de sourires, pleine de bonne humeur, avec des belles infos pratiques, des rendez-vous à suivre, et puis une belle émission quotidienne comme sur le 101.9 tous les jours du lundi au vendredi. Wake Up avec Cindy, c'est donc entre 7h30 et 9h. À midi, je vous retrouverai exceptionnellement. D'habitude, le jeudi, on parle emploi et formation, exceptionnellement, puisque cette semaine est un peu exceptionnelle. On va consacrer ce midi à l'Ouest, comme depuis lundi, au don du sang, avec le témoignage de Guillaume, un jeune homme qui doit la vie tout simplement. Il a été atteint d'une maladie rare, et grâce aux transfusions, grâce au sang qu'il a pu recevoir, et grâce aux donneurs que vous êtes potentiellement tous, pratiquement, eh bien, il a pu avoir une vie quasiment normale, reprendre notamment des études, hein, voilà. Donc c'est un témoignage extrêmement précieux que nous aurons demain, celui de Guillaume, entre midi et 13h. Et puis entre 18 et 19h demain, double plateau avec la chronique de Bonjour Minuit, dont vous pouvez, je vous rappelle, aller en vous connectant sur leur page Facebook notamment, aller écouter les podcasts qu'ils mettent pour rester en lien avec vous, et surtout pour garder des nouvelles fraîches de la salle des musiques actuelles de Saint-Brieuc et des Côtes d'Armor. Donc Bonjour Minuit avec Muriel sera avec nous demain, mais juste avant ça, on aura le plaisir d'avoir Jumeaux, le duo Jumeaux au téléphone. Le duo, non, c'est pas un duo, c'est un collectif électro plutôt, Jumeaux, qui a fait appel à pas mal de chanteuses, hein, comme Auré notamment sur son dernier album, et donc Jumeaux seront avec nous au téléphone demain entre 18 et 19h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée à l'écoute des programmes de Radioactive. Dans 4 minutes, des plages musicales avec notamment Flume, Mocado, Gris Cornage, Baxter Dury, des Dizzy Brains ou encore de Beauty in All, à la fois du récent, du tout frais, du presque pas sorti, et aussi des choses un peu plus anciennes. C'est Radioactive, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se trouve sur la bande FM, et c'est juste chouette. Et puis vous pouvez évidemment nous podcaster, retrouver aussi vos messages sur les réseaux sociaux, c'est toujours quelque chose de cool, par exemple sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram, où on essaye de vous donner aussi le programme des journées que vous pouvez suivre à la radio. On se quitte avec de la Palestine électronique, Zenobia sur Radioactive pour clore ce Active Yourself de ce soir. Très belle soirée à l'écoute du programme de Radioactive, justement. Parce que vous savez quoi, c'est là où ça se passe, c'est là où c'est bien.